L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. 4 faces, que ce soit à Berlin, à Toulouse, à Oran ou bien à Naples. Basta Project. Donc un échange interculturel. Projet Basta, parler de ces questions liées au genre, des droits des femmes et tout ça, c'est des questions qui restent encore très très sensibles. Basta Project, pour toi, c'est quoi? Stop. C'est stop. Bonjour à tous et à toutes. Nouvelle émission de Parle avec elle. Et aujourd'hui, c'est l'émission spéciale travail et discrimination. 2 invités, un animateur avec moi. Salut Laurent. Salut. Alors, nous présente qui ouais, donc Ophélie, donc stagiaire à l'ASSO qui était déjà venue dans l'émission, master GEPS, c'est bien ça, hein? Ouais, master genre, égalité et politique sociale. Et Sabrina, qui est donc bénévole à l'ASSO et étudiante en journalisme. C'est ça. Donc voilà, qui viennent nous parler de la discrimination au travail, dans l'accès à la formation et à l'orientation, dans des émissions qui annoncent un peu le marché des créatrices le 13 avril, vu qu'on avait déjà parlé un peu d'espace public, et c'est les 2 thèmes qui ressortent un peu de ce marché. Voilà, 13 avril, ça arrive vite. On a donc le temps, dans cette émission de cette semaine, de se pencher sur les questions de discrimination au travail. Parle avec elle, Femmes sur la bande FM. Première intervention, on peut dire, un témoignage sur la journée, on va dire plutôt des enregistrements. Ouais. Sur une journée d'action. Ophélie, peut-être nous présenter cette journée d'action. J'étais un peu à l'origine. C'est une action qui s'est montée en collaboration avec plusieurs membres de l'équipe où on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'utiliser en fait des vidéos de témoignages qui se passent en France, mais on avait aussi une vidéo qui se passait au Québec et en fait de simplement poser la question à des habitants et habitantes si ces vidéos évoquent des situations connues ou pas. Et après, d'identifier les discriminations qui ont pu être vécues, les solutions qui ont été proposées, si elles ont pu en parler ou pas. Et voilà, en fait, ça a duré, c'était hier, sur 2 heures. On en écoute un extrait sur Radio Campus 9.4 FM, Femmes sur la bande FM. C'est une richesse, hein. Oui, la différence, c'est une richesse, complètement. Non, mais surtout quand c'est pour des enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ne connaissent pas les origines des parents. Donc je vois ça bizarre de ne pas, par exemple, le jeune qui était là, qui a tous ses diplômes, parce qu'il a s'il ne travaille pas par rapport à ça, mais il a grandi ici, lui. Il est né ici, grandi ici, c'est dommage pour... Ouais, c'est dommage. On le sanctionner pour ça. Oui. Après, maintenant, hein, avec tous les prénoms, hein, tout le monde maintenant, c'est mondial, hein, les prénoms. Hein. Il y a des gens qui ont des prénoms hindous de partout. C'est maintenant les prénoms, c'est... Oui, on peut donner un prénom d'une origine différente à un enfant, même s'il n'a pas cette origine. Bon, ça c'est... Parce que tous les prénoms ne sont pas aussi que français, hein, si on voit bien. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui, quand on... Par exemple, moi je m'appelle Ingrid, mais bon, je ne ressemble pas à une... quelqu'un une slave, quoi. Voilà. C'est... Après, moi, je pense que... Enfin, après, je sais pas c'est comment dans les autres pays, mais en France, on a tendance à trop tout généraliser, en fait. Mettre tout le monde dans le même sac. Donc, après, c'est pas facile. Hein. Il y a des gens qui veulent réussir et malgré eux, ils ont des prénoms qu'ils n'ont pas demandé, en fait. Oui. C'est ça, on va juger quelqu'un sur son prénom et pas sur ses compétences professionnelles. Voilà, c'est ça. Donc on a beau faire passer toute notre vie à l'école, avoir plein de diplômes, au final on n'a pas de travail parce que notre nom ça va pas, ou là où on habite ça va pas. Mais c'est pareil pour Pôle emploi. Quand on vous envoie des
des recherches d'emploi, et quand ils vous envoient des recherches, après quand vous arrivez devant l'employeur, on ne vous prend pas, quoi. Après vous dites que vous ne faites pas des démarches, mais bon, si on doit nous envoyer quelque chose et que vous arrivez, on vous dit que non, c'est déjà pris, c'est toujours des offres déjà prises, quoi. Des fois, vous appelez, ils vous disent oui. Oui. Et quand vous vous présentez, non. Ils disent non. Mais moi, cet été, il y a eu... il m'était arrivé un truc comme ça. J'avais postulé pour une offre d'emploi. On m'avait accepté. Et dès que je suis arrivée, ils m'ont dit non, c'est pas possible. Mais vous êtes sûr qu'on vous avait appelé? Ils font comme si c'était quelqu'un d'autre qui m'avait répondu. Après, au final, on m'a pas pris. En vous voyant arriver, du coup. En me voyant arriver, mais vous êtes sûr que... Ah, mais sûrement, ça devait être ma collègue. Mais c'est vous que j'avais eu au téléphone, en fait. Vous m'avez dit oui, et au final... je sais pas. Radio Campus 9.4 FM, extrait donc de cette journée d'action, Ophélie. Alors, c'était un petit extrait, ça a duré combien de temps? La journée d'action Enfin, l'action, elle a duré 2 heures, 2h30. Donc plutôt dense, on tourne un peu quand même sur ce qu'on savait déjà tout de même, sur ces questions d'appellation, de nom, qui renforcent une approche déjà de discriminer dans les quartiers, mais pour peu que vous ayez un nom et que vous n'habitez pas non plus dans le quartier en question, ça finit mal. Ce qu'il faut savoir que le nom et prénom sont des deuxièmes critères de discrimination. Premier critère, c'est l'origine. Et après, alors je ne sais pas où ça se place, mais il y a le lieu de résidence, évidemment. Donc quand on cumule un peu tout ça, c'est quand même très compliqué de se lancer sur le marché du travail, mais de se lancer aussi dans les formations. Et ce que je trouve très intéressant dans cet extrait, c'est que justement, les femmes, elles parlent du rapport au prénom, du rapport aux origines, mais elles parlent aussi à un moment du problème qu'il y a en France où on généralise tout. Et ça, c'est un terme, ça s'appelle l'universalisme français, où justement, dans les politiques publiques et aussi dans la société, on a tendance à mettre tout le monde dans le même panier, alors qu'il y a des personnes qui vivent des discriminations différentes, qui vivent un rapport au marché du travail qui est très différent. Et c'est le problème des politiques qui ne prend pas en compte ces différences-là, en tout cas. Sabrina, sur peut-être une première réaction ou sur les propos d'Ophélie? Oui, justement, j'en parlais hier avec une amie qui, pendant un entretien d'embauche, a eu une question de la personne avec qui elle avait cet entretien, qui lui a demandé l'origine de son prénom, de son nom de famille, pardon. Donc, elle s'appelle Barka. Il faut savoir que la jeune fille n'est pas typée spécialement, mais voilà, sous cette petite fausse curiosité de l'éventuel employeur, je pense qu'il y avait une volonté de discriminer. C'est une question qu'elle a très souvent d'ailleurs pendant ses entretiens. Et une fois, elle m'avait raconté avec ironie que elle avait du coup dévoilé l'origine de son nom de famille. Donc son papa est à moitié algérien. Et donc, l'éventuel employeur s'était écrit « mais ça va, du coup, vous l'êtes qu'à un quart. » Ah oui. Donc, voilà. C'est assumé au moins. Ah oui, en général, ça l'est. Sinon, il y a des visages qui en disent beaucoup. Ouais. Est-ce qu'on enchaîne avec Claire Baruch ou... On peut passer à Claire Baruch dans le sens où elle va faire, elle, plus un zoom sur la discrimination sur le genre. Sur Femmes-Hommes, où donc elle se présentera dans l'extrait, mais elle travaille donc à la Maison des Initiatives, qui depuis longtemps a fait un zoom sur les discriminations hommes-femmes, et dans lequel elles soutiennent ces femmes, entre autres maintenant, mais surtout ces femmes, dans la mise en place de leur entreprise, dans leur démarche vers l'emploi. Donc c'est intéressant de l'écouter. C'est parti. Bonjour, donc je m'appelle Claire Baruch, je travaille à la Maison de l'Initiative depuis plus de 15 ans. La Maison de l'Initiative est une coopérative créée il y a 25 ans et créée dans le souci avec les lunettes de l'égalité femmes-hommes pour permettre par l'entrepreneuriat d'arriver à l'autonomie économique des femmes. Donc, à partir de ce postulat, ça fait donc 25 ans qu'on travaille sur ce qui fait que quand on est entrepreneur, se passent des choses différentes, femmes et hommes,
pas du tout parce que biologiquement, il y a des différences, mais tout simplement parce que la socialisation différenciée, c'est-à-dire les stéréotypes, c'est-à-dire la pub, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire l'environnement, c'est-à-dire tout le quotidien, font que petits garçons, petites filles, femmes et hommes apprennent, ingurgitent, digèrent, familiarisent des choses différentes, et ces choses-là se répercutent au quotidien dans de la pratique d'entrepreneur. Et vous, donc sur les personnes que vous recevez, vous le constatez, les personnes vous... On le constate tous les jours. Donc moi j'ai plusieurs fonctions. J'accompagne des entrepreneurs dans la coopérative d'activité sur plusieurs sites, à la fois sur Toulouse, situé donc au Mirail, et sur l'établissement qui est situé à Ramonville. Je suis aussi référente égalité femmes-hommes, et ça depuis 15 ans. J'ai fabriqué des programmes européens sur l'entrepreneuriat des femmes, sur existe-t-il des modèles de femmes entrepreneurs, ça avec plein de pays différents, la Grèce, la Pologne, l'Écosse, l'Espagne. Je peux tout de suite vous donner la réponse, il n'y a pas de modèle. Par contre, c'est passionnant de les fabriquer au quotidien. Voilà. Et du coup, vous constatez peut-être une double discrimination d'être femme et d'être issue du quartier pour créer une entreprise, j'imagine. Alors, quand on commence à jouer au jeu des doubles, on peut aussi faire des triplés, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut regarder très quotidien, très concrètement, pratiquement, c'est que l'entrepreneuriat, de quoi on parle? Quand on parle d'entrepreneur, de chef d'entreprise, de patron, de patronne, de responsable, on met le mot qu'on veut. On parle de quelque chose qui s'appelle le rapport à l'argent, déjà, parce que ça veut dire qu'on va toucher à de l'argent et le manier quotidiennement. On parle de la gestion du temps, parce que être son propre responsable, c'est comment je fais avec 24 heures dans une journée. La décision, comment je fais pour prendre une décision, c'est aussi une autre paire de manches. Et puis le risque. Parce qu'il n'y a pas d'aventure entrepreneuriale sans notion de risque, il est absolument normal d'avoir peur. Celui ou celle qui n'entreprend rien ne se trompe qu'une fois. Donc s'il y a un métier où on se trompe, où on apprend par essai-erreur, c'est bien dans le fait d'être entrepreneur. Or, quand on regarde toutes ces notions de risque, d'argent, de temps, de décision et de pouvoir, et que je vous fais un petit raccourci sur les déguisements pour enfants de 5-6 ans, eh ben, entre Superman et la mallette de fée, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Ce qui est très drôle, c'est quand on va dans les magasins de jouets et qu'on demande aux vendeurs, ils sont capables, vendeurs et vendeuses, de vous dire « Non, mais les petites filles n'ont pas besoin de pouvoir magique. » Or, quand on est entrepreneur, on a tous et toutes besoin de pouvoir magique. Donc la maison d'initiative, c'est vraiment, à défaut d'avoir une baguette magique, ce que nous n'avons pas, c'est donné comme rôle de faire vraiment une conscientisation et une prévention de manière à éviter les déboires de ce qui manque à la magie. Femme sur la bande FM, après cette intervention de Claire, plutôt Claire, Ophélie, qui révise, car c'est notre caution théorique aujourd'hui, voire didactique, et le débat aurait pu être plus vivace. Alors, je t'écoute. Ce que je trouve intéressant, là, elle en parle très bien, c'est le rapport capitalisme et patriarcat, et où les femmes se placent dans ce rapport à l'argent, aux prises de décision. Et ça, depuis, il y a plusieurs personnes qui l'ont théorisé, mais depuis très longtemps, on a constaté ça, que les outils, les armes, l'argent, c'est monopolisé principalement par les hommes pour maintenir un pouvoir, et du coup ça maintient aussi les femmes dans une instabilité économique, et cette instabilité économique, elle est quand même très alimentée par le travail domestique. Donc vu que les femmes sont quand même majoritaires et elles passent le plus de temps sur le travail domestique, ça les éloigne de l'entrepreneuriat, ça les éloigne d'un travail avec des ambitions, avec projets, ça les éloigne vraiment de ça. Et ce travail domestique permet d'alimenter le capitalisme, en fait. C'est la première roue du capitalisme, moi, je dirais. Écoutez, non, il n'y a pas de réaction.
Peut-être Laurent. Ouais, de simplement rappeler que du coup la maison de l'initiative sera bien présente lors du marché et qu'il y aura un point info avec d'autres partenaires et que si les personnes veulent en savoir plus, il est possible d'aller sur leur site, sur leur chaîne YouTube et sur leur LinkedIn où il y a des vidéos avec notamment une femme entrepreneur qui explique toutes ces difficultés-là. Des gérantes d'associations et de syndicats qui expliquent tout ça, qui décortiquent un peu ce problème. Et il y a aussi un article écrit par Claire Baruch et Eva Liama qui explique bien le lien avec la maison de l'initiative et le féminisme et toutes ces problématiques qu'elles ont pu expliquer donc, pour aller plus loin. Très bien, avec en ce qui me concerne un axe très fort, donc tu as un petit peu fait référence à la question du pouvoir, la zone de pouvoir qui a l'air d'être plus intéressée chez le masculin que chez le féminin. Mais ça reste à discuter. On poursuit cette émission spéciale travail et discrimination au féminin surtout, voire pluriel en plus. Et on passe à Julie du syndicat Sud. Oui, qui nous explique un peu toutes les actions qui peuvent mener contre les discriminations de toutes sortes, mais notamment liées au genre. Et voilà. Parle avec elle. Peut-être se présenter et présenter le syndicat de manière générale. Julie, je suis secrétaire départementale de Sud Santé Sociaux 31, qui est un syndicat qui est membre de l'Union syndicale solidaire 31. D'accord. Et du coup, sur les discriminations de manière générale, quelles sont vos actions, et, que ce soit femmes-hommes ou autres? Alors, au sein de Solidaire 31, en fait, on a deux commissions qui travaillent plus particulièrement sur les discriminations. On a une commission donc genre et sexualité qui travaille sur tout ce qui est discrimination LGBTQI+. Et on a une commission féministe qui travaille aussi sur tout ce qui est discrimination liée aux droits des femmes au travail. Et depuis peu, il y a une commission aussi antiracisme ou antiraciste qui, elle, traite du coup plus des discriminations qui sont liées aux préjugés sur tous les sujets qui sont liés en fait aux origines. D'accord, ok. Voilà. Du coup, dans le quartier du Mirail, vous en voyez souvent qui viennent pour ce genre de problématiques ou... Alors, on voit beaucoup plus... alors, on va pas vraiment... on a eu quelques cas on a aussi une commission... on a une commission juridique aussi, et on a eu 2 cas récemment de personnes qui avaient été discriminées au travail en raison de leurs origines. Voilà, donc là c'est traité du coup plus sur le côté juridique avec les camarades qui s'occupent de la commission juridique, qui sont des conseillers aux salariés et qui sont des conseillers prud'homaux, donc qui accompagnent sur comment faire les dossiers, qui accompagnent les démarches, parce que là c'est des démarches carrément qui vont aller avec un dépôt de plainte et des démarches judiciaires donc derrière. Après, nous, sur le terrain, on travaille beaucoup plus sur la prévention en fait, des discriminations. À titre d'exemple, l'année dernière, au CHU de Toulouse, on s'est battu pour que toutes les femmes qui sont en congé maternité ne perdent pas de RTT. Alors, parce que quand on est en congé maternité, c'est considéré comme du travail. Ce n'est pas de la maladie. Alors, quand on est en maladie, on perd des RTT, mais logiquement, quand on est en congé maternité, on ne devrait pas perdre ces RTT-là. C'est une discrimination. On peut perdre, alors c'était pas énorme, mais perdre 5-6 RTT par an, voilà. Donc on s'est battu pour ça. Donc ça a été supprimé. Et on s'est battu aussi pour mettre en place une charte au sein du CHU de lutte contre tout ce qui était harcèlement et discrimination au travail. Voilà. Charte qui est certes a été votée, mais dans les faits, la mettre en application, la direction fait traîner les réunions, parle beaucoup, fait beaucoup de plans d'action, mais ne met pas les moyens derrière en fait pour mettre en place les choses en fait.
D'accord. Donc il y a encore du travail. C'est toujours difficile sur ces questions. Oui. Ouais. C'est toujours difficile parce que, étant donné que c'est inscrit dans la loi, il y a une loi pour tout ce qui est lié aux discriminations, les directions se rapportent disent c'est dans la loi, donc ça n'existe pas dans les faits. Ouais. L'égalité salariale, c'est aussi dans la loi. On sait très bien que dans les faits, il y a toujours des inégalités salariales. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Et après, donc, si les personnes nous contactent, on les accompagne en procédure ou judiciaire ou auprès de leur employeur. On aurait pu appeler cette émission RTT, Radio Tout Terrain, ou Radio Travail. Non, toujours avec Femmes sur la bande FM. On vient d'écouter donc un peu quand même le discours habituel d'un syndicat, habituel celui-là en tout cas, qui milite entre autres sous l'angle du féminisme. Première réaction, peut-être Sabrina, sur la question du travail, l'accès au travail et les salaires et tout ça, ça vous parle ? Alors, pour revenir sur l'embauche, les discriminations à titre racial, vous avez 3 fois plus de chances en fait de ne pas être embauché avec un nom étranger. Pour ce qui est de la discrimination homme-femme, encore aujourd'hui, un homme et une femme à compétences égales, vous pouvez être sûr que l'homme sera embauché plutôt que la femme. Par rapport à ces soucis-là, ce ne sont pas des fatalités. Donc, comme l'expliquait Julie dans le témoignage, vous avez des solutions. Vous pouvez saisir les prud'hommes. Il me semble que le délai de prescription est de 5 ans. Voilà. Et donc, il y a des sanctions à la suite. Bien sûr, c'est toujours compliqué en étant seul de faire ces démarches-là. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher, si vous vous sentez victime de discrimination à l'emploi, de vous rapprocher des associations qui luttent contre ces discriminations-là et qui sont toujours très efficaces. Oui, avec les syndicats. Ophélie, une réaction toi aussi sur... Ce que je trouve très intéressant, là, en effet, à compétences égales, il y a encore des différences entre les hommes et les femmes. Mais ce qui est encore plus curieux, c'est que pour qu'une femme puisse obtenir le même salaire qu'un homme sur le même type de métier, il faut qu'elle ait un diplôme supérieur. Donc pour avoir le même salaire qu'un homme qui a une licence dans n'importe quel domaine, il faut que cette femme ait un master dans le même domaine. Oui, alors après, on est dans les statistiques, les chiffres, donc il faut aller plonger après dans chaque métier, presque à chaque étage. Mais on est d'accord sur les écarts de salaire. Je donne souvent cet exemple, mais dans les années 80, l'écart de salaire était à 30% entre hommes et femmes. Aujourd'hui, il est en dessous de 25%, mais... C'est entre 18 et 25, ouais. Voilà. Donc, on a avancé, mais insuffisamment, ne serait-ce qu'en salaire. C'est vous dire si tout le reste demandera encore plus d'efforts, parce que le salaire, à la limite, on aurait pu considérer que c'était que des questions d'organiser la répartition de la richesse, dit-on. Bref, on poursuit cette émission spéciale Femmes sur la bande FM sur le travail et les discriminations qui vont avec l'association Le SIAD. On vous laisse découvrir. C'est Alexandra. Oui, enchantée. Oui, enchantée. Donc, oui. Vous êtes Moi, c'est Marie Lou. Donc, Lou, au fait, c'est mon nom de famille. D'accord. Voilà. Parce que comme souvent les gens, ils associent, ils m'appellent tout comme Marie Lou, mais c'est Marie. D'accord. Voilà, voilà. Et du coup, je suis la présidente de l'association des enfants de Man. Manonou à Yakuba. C'est langue locale de chez nous. Voilà, ça veut dire la même chose. Donc, j'ai créé une association en 2014 avec ma cousine, dans le but de venir en aide les enfants de Man. Man, c'est la ville, c'est notre ville. Donc c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est 540 km d'Abidjan. Donc on a créé parce qu'à la base on amenait toujours des dons, les cadeaux aux enfants, mais avec nos propres moyens. Et on s'est dit pourquoi ne pas créer une association pour venir en aide et en même temps valoriser les jeunes filles. Parce que nous, on n'est pas allés à l'école, mais on s'est arrêté. Nos parents, ils ont choisi nos frères par rapport à nous. Et voilà, ils ont dit, par exemple, excusez-moi, j'ai 3 frères et nous sommes 3 filles. Et nos parents, ils ont dit, il vaut mieux que ce soit les garçons qui aillent à l'école par rapport aux filles. Donc moi, je me suis arrêtée en 5e. Et j'ai eu la chance d'être en face. Donc on a créé pour pouvoir aider nos filles, nos sœurs qui sont là-bas, à aller à l'école.
Donc mon projet, je viens juste d'ouvrir notre établissement depuis 1er octobre et on aimerait que ce soit 50% de filles, 50% de garçons. Et là, il y a une classe où il y a 18 filles. Donc voilà, donc on a ouvert notre collège de 6e à 3e depuis 1er octobre. Donc je suis très fière. Et au moment où on faisait les travaux, il y a des mamans qui sont venues nous voir, qui ont dit mais vous pensez à nos filles et nous alors, si on ne sait pas lire, on ne peut pas aider nos enfants. Parce que moi j'ai 3 filles en France, à Toulouse, mais parce que je sais lire un peu, que je pu les aider, mais si à moi, au village, si on ne sait pas lire, comment on fait pour aider nos enfants? Donc à partir du mois de janvier, on va mettre le cours du soir en place pour les mamans. Voilà. Donc vraiment, et mon prochain projet, c'est sensibiliser les jeunes filles dans les établissements scolaires par rapport aux grossesses précoces. Donc ça, je suis en train d'écrire un petit trame et pour mettre ça en place. D'accord. Voilà. Et du coup, là, votre projet vous est venu à l'esprit par rapport à une histoire personnelle ou ça a été parce que vous avez fait un constat que justement au Oran, il n'y avait pas d'accès à la scolarité? C'est une histoire personnelle. Parce qu'en étant en France, je me dis mais pourquoi on nous dit que les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école, on va à l'école primaire et arrivé en 6e, on nous dit non, comme l'école et le collège est très loin, on préfère que ce soit le grand frère qui aille à l'école et toi tu restes, ou le petit frère au collège, et toi tu restes au village ou enfin en ville, mais tu fais la vaisselle, tu laves les linges. Et en étant, moi je suis venue en France, j'avais 18 ans, donc je l'ai vécu là-bas. Et c'est une revanche, je me dis, on est en France et les femmes réussissent aussi, pourquoi ne pas donner le peu qu'on a, que nous on connaît notre connaissance, pourquoi ne pas le partager en Afrique, enfin, surtout c'est nous, dans notre région. Voilà, c'est vraiment une histoire personnelle et je ne veux pas vraiment que les filles aillent leur place, qu'elles ne tombent pas enceintes en 3e parce qu'elles ont besoin d'argent, parce qu'elles veulent sortir avec un professeur. Voilà, tout ça, je voudrais vraiment faire une formation autour de ça, sensibilisation. Voilà. Je répète, en France, j'ai pu m'exprimer ainsi et récolter les fonds, avoir les aides, les soutiens de SIAD pour pouvoir réaliser mon rêve. Et mes filles m'aident beaucoup, elles sont là, elles m'aident beaucoup. Donc on peut être femme et réussir. Alors, toujours en direct avec l'association Parle avec elle et Femmes sur la bande FM. Et là, on vient d'écouter donc le SIAD, qui est une association partenaire. Oui, qui sera partenaire du marché. Mais là, en l'occurrence, on était parti pour une de leurs soirées avec Alexandra de l'association, qui était en fait une remise de prix pour des projets africains, puisque de base, l'association soutient des projets notamment africains. Et on a pu interviewer l'une de ces porteuses de projets qui soutenait une association qui travaillait sur le fait de travailler sur l'éducation des filles en Afrique, qui, comme elle l'a très bien précisé, sont beaucoup moins valorisées et beaucoup moins mises sur... on mise beaucoup moins sur elles pour l'éducation, donc cette association, on l'a trouvée intéressante dans ce sens-là, où elle donnait leur chance à ces jeunes filles. Oui, ça s'appuie sur les traditions patriarcales qui ont été trimballées avec l'immigration aussi. Donc tout ça fonctionne, je dirais presque en co-régie, parce que la société française a avancé quand même sur les questions d'égalité, même si aujourd'hui, évidemment, on fait un focus sur les questions d'inégalité. Ophélie ? Alors juste quand tu dis que le système patriarcal qui s'est trimballé dans la migration, faut pas croire que le patriarcat n'existait pas en France depuis toujours et que ça viendrait, c'est un gros stigmate sur ça aussi des pays maghrébins, des pays africains ou même d'Amérique latine avec un patriarcat beaucoup plus violent, alors que non, ça se trouve vraiment partout. Et ce que je trouve intéressant dans cet extrait, c'est justement elle parle de la valorisation des garçons pour l'école et du retrait des filles qui y vont pas ou qui y vont pas longtemps. Ça s'appelle la valence différentielle des sexes et c'est quelque chose qu'on constate dans tous les milieux, à toutes les étapes de la vie, où
le travail d'un homme sera toujours plus valorisé que le travail d'une femme. Donc son accès à l'école aussi, les accès dans les formations, tout en fait. Il y a toujours une valorisation de ce qui est dit masculin. Et c'est ça aussi qui alimente un patriarcat, qui alimente des croyances, qui alimente les stéréotypes. Voilà. Sabrina, confirmé. Très ouais, bien. J'ai rien à ajouter. Très bien, moi non plus. Profitons-en. Donc maintenant la régie. La régie, on envoie la régie. En gros, la régie, on peut la décomposer en 3 grands pôles. C'est juste pour synthétiser un petit peu. Il y a le pôle production qui est lié à tout ce qui est nettoyage, ce qui est visible sur le quartier. Le pôle insertion, donc l'activité d'accompagnement des salariés en insertion. Et le pôle lien social. Voilà, en gros, pour résumer la régie de quartier, on retiendra ces 3 pôles-là. Étienne a bien expliqué tout le reste, donc ça ne sert à rien que j'y revienne. Donc moi, je suis Laure, je suis conseillère en insertion. Donc j'accompagne les salariés qui sont en CDDI, donc c'est des contrats durée déterminée d'insertion à la régie. Donc accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler avec eux leur situation, la stabilisation de leur situation sociale, travailler avec eux leurs projets professionnels, savoir ce qu'ils ont envie de faire, quelles sont les formations qu'ils veulent suivre, les recherches d'emploi qu'on peut leur aider à mener, etc. Travailler tout ce qui est outils de recherche d'emploi. Les CV, les lettres de motivation et se familiariser avec tout ce qui est toutes les entretiens d'embauche, reprise de confiance en soi, etc. Donc on a plein d'outils qu'on développe en interne ou qu'on utilise qui sont disponibles, mais des ateliers de photolangage, des ateliers théâtre qu'on partage avec le lien social. Et puis des partenaires avec lesquels on travaille pour différentes problématiques qu'ils pourraient rencontrer. Voilà. Donc du coup, il y a à peu près combien d'habitants qui sont engagés sur le quartier de la Rainerie ou plus large, Grand Mirail? Alors on va différencier 2 choses. Il y a d'une part les salariés en insertion et les salariés permanents qui sont à la régie. Donc là, on a une grande majorité des salariés de la régie qui sont issus de quartiers prioritaires, avec encore une majorité du quartier de la Rainerie. Après, il va y avoir tous les adhérents de la régie par les activités de lien social. Et là, je ne sais pas, Étienne, combien on compte d'adhérents? Là, majoritairement, c'est des personnes issues du Grand Mirail. Pareil, à vue de nez, je pense à une bonne moitié des adhérents ou des personnes, en tout cas, qui participent à nos ateliers ou à nos actions qui sont du quartier de la Rainerie. Une bonne moitié au moins, ouais. Donc, et du coup, quel constat vous faites au niveau des discriminations, notamment sur l'accès à la formation ou à l'emploi que subissent les habitants du quartier? Alors moi, je vais parler sur le côté insertion, donc plus pour les salariés de la régie dans leur démarche. Par rapport à la formation, j'ai pas trop de retours de discrimination liée à l'entrée en formation, j'en ai pas trop. Par rapport à l'emploi, c'est pas des constats que j'ai fait moi-même, mais plus ce qu'ont pu me rapporter les salariés. Ça va être des discriminations à l'adresse, en fait. Simplement avoir un 3100 sur son CV, des fois c'est plus difficile pour trouver du travail à l'extérieur. Après, ce qu'on va remarquer plus couramment, c'est des freins que les salariés aussi se mettent eux-mêmes dans leur recherche d'emploi à l'extérieur, liés souvent à un gros manque de confiance. Parce que soit je maîtrise pas assez bien le français, soit ça fait pas très longtemps que je suis là, je connais pas bien le réseau, je suis pas mobile, j'ai peur d'aller à la rencontre des entreprises, je connais pas bien les codes. Donc ça va être plus en tout cas pour les salariés en insertion qu'on a ici à la régie, ça va être beaucoup des freins que eux ont d'eux-mêmes et pas forcément des freins que les entreprises vont leur opposer. Et du coup, vous, comment vous faites pour pallier à ça, pour les accompagner, pour les aider à s'enlever ces freins qu'eux-mêmes se mettent? C'est vraiment, concrètement, c'est tout notre travail, de les aider à lever ces freins-là. Donc il y a des freins qui sont plus difficiles à lever que d'autres, mais par exemple, pour la confiance, ce que je vous disais tout à l'heure, on essaye de travailler par des ateliers théâtre, essayer de faire des simulations en interne. Il y a des entreprises qui peuvent venir aussi des fois pour aider, juste pour des simulations d'entretien pour qu'ils comprennent que les personnes qui sont en face d'eux, c'est des personnes comme tout le monde. Ils sont peut-être patrons d'entreprise, mais en échange humain, ça peut très bien se passer.
Ils réalisent des stages aussi dans des entreprises extérieures en fonction de leurs projets. Quoi d'autre au niveau confiance, après, il y a tellement de domaines différents qu'après, il faut essayer de s'adapter à chaque particularité des personnes qu'on reçoit ici. Et après, par rapport aux habitants, c'est plus le lien social qui rencontre les habitants du quartier. Moi, je ne sais pas si tu as eu des retours particuliers. Sur les habitants, on peut avoir des discussions avec des personnes qui, oui, font valoir le fait qu'un 3100 sur un CV, c'est clairement un frein pour accéder à un emploi. Voilà, après, ça reste des discussions avec eux. Moi, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour savoir que avoir telle ou telle adresse ou tel nom, ça peut être un frein pour trouver un emploi. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci Kenza. Au revoir Laure et Étienne. De retour sur le plateau, une régie de quartier, on n'a pas souvent l'habitude d'entendre ce terme. Donc concrètement, qu'est-ce que ça fait? Et puis vous travaillez souvent avec cette régie de quartier, vous parlez avec elle, Laurent? Oui, la régie de quartier, c'est très bien présenté elle-même, mais effectivement, c'était important de les interviewer parce qu'ils apportent quand même, ils engagent parfois des personnes quand elles sont en manque d'emploi ou qu'elles n'arrivent pas à retrouver de l'emploi. En tant que nettoyeur dans les résidences, nettoyage du quartier de manière générale, elles redonnent un accès à l'emploi, à une activité parfois, donc c'est effectivement, on collabore beaucoup avec eux, donc c'est important de les interviewer. Ok, donc on va essayer de terminer cette émission spéciale, mais elles le sont à chaque fois, je devrais dire, avec une interview, un propos, un témoignage, comme vous voulez, d'une personne habitante donc de la Rainerie, une personne anonyme. Mais pour le moins, le propos est tout aussi important. Ouais. Eh bien, oui, ce ne sera pas comme un entretien qu'on peut parler normalement. Je sais pas si je te dis discrimination de manière générale, si tu peux me le décrire, est-ce que ce à quoi ça te fait penser de manière très générale? Je pense que c'est viser certaines populations. Ça peut être homme, femme, voilà, ça peut être... il y a de tout en fait. Donc oui, ça me parle. Parce que je fais partie de ces femmes-là qui... où je me sens parfois visée plus que d'autres moments ou à d'autres endroits. Toi, tu l'as ressenti dès toute petite? Oui, j'ai ressenti à l'école déjà, qu'on m'a bien fait comprendre. On m'a dit un jour, ma pauvre fille, t'as pas de chance, tu habites dans un quartier d'origine maghrébine et t'es une fille, donc t'as aucune chance de réussir dans ta vie professionnelle. C'était toutes les discriminations à égalité, entre guillemets ou... Non, je pense que c'est par rapport à ma couleur de peau et c'était clair et net. Et voilà, je suis rentrée et c'était à ce temps-là, c'était une centre de formation pour t'orienter. Ouais. Donc on m'a dit, pas de chance, ma pauvre fille, tu rentres pas trop dans mes critères. Donc voilà, il te reste la cuisine ou la couture. Donc, à 15-16 ans, quand tu sors de l'école, quand on te dit, ben voilà, il te reste la cuisine ou la couture, déjà, tu te dis, mais pourquoi mes copines, Nathalie, Sabine, ils ont le droit de dire, ouais, moi je veux faire une orientation plus vers la sécuritaire, plus vers peut-être une autre profession, et toi, on te dit tout de suite, non, mais t'as pas de chance, il faut que tu rentres soit dans la cuisine, soit dans la couture. Et ce que j'ai fait pendant un temps, et après, c'était pas du tout mon truc, c'était pas... J'arrivais pas à m'épanouir dans ce projet-là. C'était pas le mien, c'était ce qu'on m'a proposé. Et à partir de là, j'ai cherché à trouver ma propre voie. Et j'ai la chance d'avoir des amis qui m'ont dit, ben non, toi tu es mieux dans cette direction-là que dans celle-là, ça te va pas, tu es pas épanoui, au contraire, tu es renfermé sur toi-même. Et à partir de là, j'ai changé de voie. Quelque part, on force à entrer dans une voie... Ouais. Caricature. Non, alors c'est vrai qu'à Toulouse,
c'est un peu plus discret, mais dans certaines petites villes, on le sent plus, par exemple, par rapport à l'orientation de l'école. On va lui dire, ouais, dès le 6e, on lui dit déjà, oui, tu ne veux pas faire plutôt plombier, plutôt peintre, plutôt peinture, que Georges, que Michel. Ensuite, dans toute ta vie de travail, tu l'as toujours vécu Oui. Après, quand vous commencez à travailler, c'est vrai, quand je commençais dans la cuisine, c'est là que je me suis rendu compte. Il m'a dit, écoute, ça tombe bien, on a besoin de quelqu'un pour faire la vaisselle, la plonge à côté. Mais je dis, mais non, on m'a dit que je vais apprendre à faire la cuisine, donc à faire des plats et tout. On me dit, non. Tu vas faire la cuisine, c'est au fond de la cuisine, pour servir, ce sera plus nous. Où il y avait une stagiaire, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, mais Françoise, elle sera plus apte que toi. Donc, en fait, c'est voilà, tous les époques, pas les époques, mais chaque période de la vie, quand vous changez de travail ou de truc, on vous dicte, on vous dit, ouais, allez plutôt là. Et donc, quand je suis arrivée là, je dis, mais non, c'est pas la cuisine que je vais faire, je me sens pas. C'est pas du tout ça. On m'a dit de faire la vaisselle, je vais faire assez chez moi. C'est pas pour apprendre à laver 100 assiettes par jour que je vais apprendre à quelque chose, à débarrasser, à vider les verres, à remplir la machine, à sortir la machine. Et donc, j'ai commencé à me sentir mal, à prendre du poids. Et plus je prenais du poids, et plus on me mettait encore plus en arrière. Plus on me mettait plus en arrière, plus je prenais du poids. Et c'est un cercle vicieux. Donc, au bout d'un an et demi, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon truc, la cuisine au fond, c'était pas du tout ça. Et c'est pareil, peut-être si je serais tombée sur quelqu'un qui avait le don de m'apprendre et de m'apprendre à moi et non pas à ce que je représentais, peut-être j'aurais aimé la cuisine. J'aime la cuisine, mais pas de cette façon. Donc je suis partie de la couture, c'était pareil, c'était bon, tu vas faire les ourlets. Et au bout d'un moment, les ourlets, ça passe au-dessus de ma tête. Oui, témoignage plus que confondant. Ophélie, peut-être rebondir là-dessus avec quelques rajouts. Là, elle parle de couture et de cuisine, qu'on l'a orientée parce que c'est une femme, donc, et en plus une femme avec des origines qui ne sont pas françaises. Mais ce qui est intéressant, c'est que la couture et la cuisine, c'est pour les femmes tant que ça ne devient pas une carrière, en fait. Parce que sinon, on connaît les grands couturiers, on connaît les grands cuisiniers, et les femmes sont absentes en fait de ces milieux-là, de ces milieux de compétition, de carrière et de réussite. Et en fait, on ne parle pas de toutes ces femmes qui font la couture et la cuisine au quotidien pour leurs enfants, pour leurs compagnons, après leur journée de travail. Donc ça va de la charge mentale, la double journée de travail. Et en fait, les femmes, peu importe leur origine, sont quand même sujettes à une surcharge de travail, une surcharge émotionnelle, ce qui fait que en même temps, elles n'ont pas forcément l'énergie pour entreprendre des choses, pour sortir de leur emploi ou sortir d'un travail domestique, pour aller vers des choses qui les intéressent vraiment, parce que c'est épuisant au quotidien. Et surtout qu'on a le modèle habituel de l'homme pourvoyeur principal de ressources, c'est le terme, où c'est l'homme qui sort de la maison pour ramener l'argent et les ressources, et les femmes sont cantonnées à la maison. Et ça, c'est encore une réalité. C'est encore quelque chose qui se passe énormément en France, où il n'y a pas des masses de choix. Parce que comme elle disait dans l'orientation aussi, au-delà du travail, avec un travail qui aurait une division femmes-hommes et avec plus de discrimination, il y a aussi au niveau de l'orientation ou à l'école, où on est orienté en fonction de qui on est, de qui on donne l'impression d'être, évidemment. Ça peut être des stéréotypes sur les origines, mais qu'elles soient réelles ou supposées, sur les noms, les prénoms et tout ça. Donc dès l'orientation, en fait, on est orienté vers non pas quelque chose qui nous intéresse, mais vers quelque chose qui correspond à notre genre ou à notre origine supposée ou réelle. Cette Sabrina, peut-être un témoignage. Oui, j'aimerais rebondir sur un phénomène qu'elle a souligné, ce phénomène où on met les gens dans des cases, en fait. C'est-à-dire que dès votre naissance, de par vos origines ethniques, sociales, votre genre,
vous êtes prédestiné à un chemin qu'on a tracé pour vous, et du moment que vous refusez ces choix-là, vous devez vous battre toute votre vie pour aller contre le courant, entre guillemets. Je vais rattacher ça à mon expérience personnelle. Donc moi, j'étais une jeune fille de banlieue sur le Mirail. Et donc dès le CP, le directeur de l'école a dit à ma mère, il faut que vous enleviez votre fille de l'école parce qu'ici, elle n'aura pas d'avenir. Donc elle a des compétences et il faut qu'elle aille ailleurs. Donc mes parents ont dû se sacrifier pour me payer une scolarité dans le privé, donc du primaire au collège, au lycée. Et l'envers, en fait, de ça, oui, effectivement, j'ai eu peut-être une meilleure scolarité, mais j'étais dans un environnement social qui était très différent du mien, avec des gens qui étaient très différents de moi, avec qui j'avais pas les mêmes origines, et donc j'ai eu énormément de mal à m'intégrer. Et donc, en fait, j'ai dû abandonner un petit peu mes origines culturelles, ma richesse culturelle, pour pouvoir m'intégrer, parce qu'aujourd'hui, en France, c'est toujours comme ça qu'on voit l'intégration, en fait. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a un souci à ce niveau-là. On devrait laisser les gens exprimer et être fiers de leurs origines, peu importe d'où ils viennent, et ouvrir l'accès, je pense, aux emplois, à haute responsabilité, à ces gens-là. Donc repenser en fait l'intégration aujourd'hui en France. Laurent, peut-être une pré-conclusion. Est-ce qu'Ophélie voudrait rebondir sur le propos de Sabrina et tous ces témoignages tout au long de cette heure, axés quand même sur la question du travail, mais on voit bien combien elle est piégée par ce qui s'est passé avant d'accéder sur le marché du travail, que ce soit par les traditions diverses et variées, que ce soit par les choix qu'on nous impose au niveau sociétal, c'est-à-dire l'orientation sexuelle, l'orientation tout court professionnelle. Donc on nous fait faire des choix à des moments où on n'a pas forcément tous les tenants, les aboutissants. Il va falloir encore quelques années quand même pour déstructurer tout ça, détricoter cette grosse maille, et si je voulais finir par une blague, donc cette culture mec-toub. Voilà, la fatalité par la masculinité doit changer. Ce sera le message du jour en ce qui me concerne. Laurent, ton message du jour? À la semaine prochaine. Voilà, et puis dire que la semaine prochaine, ce sera le 13 avril en direct du marché des créatrices, qui est un peu une réaction à ça, à la discrimination à la fois pour les femmes, à la fois pour les femmes d'origine du quartier, de leur permettre d'avoir un peu une tribune avec ses 20 stands de créatrices d'entreprises. Donc le campus sera là en direct. Oui, alors le marché des créatrices dit le marché des pépites, puisque ce sera un plus petit format. Tous les 2 ans à partir de cette année. Ophélie, Sabrina, merci beaucoup pour vos interventions cette semaine. À suivre. Au revoir. Merci. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project, pour moi, c'était... En fait, je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes, plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays, que je me suis dit, en fait, le genre, il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est la radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus 2018. 2019.